Je vais rajouter une question à celle de Didier. Vous vous souvenez de la question de Didier ce matin? Vous devez y répondre avant ce soir. C'est parti. Hein. Tu peux la redonner, la différence entre un psy et un chien. Bon, j'en rajoute une, mais vous n'avez pas jusqu'à ce soir, jusqu'à la fin de ma présentation pour y répondre. Selon vous, quelle est la situation la plus à risque? On verra votre conclusion. Alors, l'idée c'est, on ne va pas laisser trop la place au hasard dans le risque de transmission. Et on va essayer de maîtriser quelque chose. Pour autant, on va essayer de ne pas se prendre trop la tête non plus, et d'en faire quelque chose qui soit gérable et accessible à la majorité d'entre nous, on va dire. Alors, je vous propose une méthode pour réfléchir. La première chose, c'est d'évaluer le risque qui est lié à l'animal. On va aller assez vite parce que on essaye de réfléchir là où il y a le plus de micro-organismes, de bactéries ou de virus, et puis comme chez nous, les déjections des animaux sont quand même des endroits où c'est assez riche en termes de micro-organismes. Donc c'est clair que manger du caca de chien, c'est à risque. Voilà. La morsure, la bouche d'un chien est quand même un endroit, un microbiote où il y a un certain nombre de pathogènes, et des pathogènes auxquels nous, on ne sait pas répondre, on ne sait pas se défendre. Donc c'est clair qu'une morsure, c'est à risque. La griffure aussi également, parce qu'il va y avoir une effraction cutanée, et du coup il va y avoir une pénétration possible de micro-organismes qui sont sur la peau ou qui sont dans les ongles de l'animal. Des maladies de peau, là on va sur des champignons, des choses comme ça, qui sont facilement échangeables au contact du chat, au contact du chien, au contact de différents animaux. Et puis après, il y a la flore naturelle, la flore commensale, hein, on peut échanger de la même manière qu'on échange avec son voisin, qu'on échange dans une foule, on peut échanger avec un animal. Et puis autre élément qui va rentrer en compte, c'est le comportement. C'est-à-dire que si on est loin l'un de l'autre, si en plus on met un masque, des gants, une surblouse, une charlotte, des surchaussures, c'est clair que la transmission, c'est une affaire qui sera réglée. Est-ce que pour autant c'est ce qu'on recherche? Je ne suis pas sûr. Et puis un autre élément qui est à prendre en compte, c'est le traitement, et en particulier le traitement antibiotique. On sait que les antibiotiques modifient la flore, la nôtre, mais aussi celle des animaux. Et c'est clair qu'un animal qui est sous antibiotique a des risques d'être porteur de bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Donc une fois qu'on a analysé le risque lié à l'animal, on va prendre le risque lié au bénéficiaire. Alors là, la liste est un petit peu plus longue, peut-être parce que je ne suis pas vétérinaire et que je suis médecin. On est plus susceptible aux âges extrêmes de la vie. Un nouveau-né qui a un système immunitaire qui est en cours de maturation est bien plus fragile, de la même manière qu'une personne âgée qui a ce qu'on appelle l'immunosénescence, donc un système immunitaire qui est vieillissant, comme une personne, comme moi, à un moment donné, effectivement, ça a ses limites. Et puis l'altération des barrières naturelles, c'est-à-dire qu'on peut évoluer dans un milieu hostile parce qu'on a une peau, parce qu'on a un mucus respiratoire qui se renouvelle, parce qu'on a un certain nombre de défenses naturelles qui nous permettent de faire face à des agressions quotidiennes et multiples et parfois importantes. S'il y a une altération de ces barrières, que ce soit l'état cutané ou maladie respiratoire, j'ai mis ces deux exemples-là, les personnes sont plus susceptibles que s'il n'y avait pas eu cette effraction. Et quand on est en contact avec des personnes âgées qui ont une peau qui est extrêmement fragile, c'est clair que c'est beaucoup plus à risque, ou alors quelqu'un qui a un cathéter ou une sonde urinaire, c'est beaucoup plus à risque. Donc c'est les dispositifs invasifs. Après, il y a les troubles du comportement, c'est-à-dire que quelqu'un à qui vous allez expliquer comment on peut faire pour aborder l'animal, que ce soit le cheval, le chien, le chat, si vous voulez, à partir du moment où il n'intègre pas les consignes, ou mal les consignes, on prend un risque effectivement pour que la rencontre soit plus compliquée. Et de la même manière, l'adhésion aux mesures d'hygiène. Des pathologies en cours ou des comorbidités, c'est sûr que quelqu'un qui est diabétique est peut-être plus fragile que quelqu'un qui ne l'est pas, ou quelqu'un qui a une insuffisance rénale terminale, ou ainsi de suite. Et puis l'immunosuppression que j'aurais pu mettre dans la ligne précédente, c'est-à-dire quelqu'un qui a un système immunitaire qui est naturellement altéré, naturellement à cause d'une maladie, on va dire un cancer par exemple, ou à cause de traitements, est beaucoup plus susceptible d'être à risque.
Je vous regarde parce qu'il y a le temps, il faut que je fasse attention. Il reste 15 minutes. Oh oui. Bon, l'antibiothérapie, vous avez compris, antibiotique égale risque de bactéries multirésistantes. Donc maintenant, on va voir finalement comment on peut échanger des micro-organismes, des bactéries, des virus, des champignons, de l'un à l'autre. Je commence par ce que le chien peut transmettre ou risque de transmettre. Alors d'abord, comment il va le transmettre? Eh bien tout simplement en contact. Je caresse, je récupère ce qu'il y a sur le poil du chien. Si le chien sait lécher son poil, là, je vais récupérer ce qu'il peut y avoir dans la bouche du chien. S'il sait lécher l'arrière-train, je vais récupérer ce qu'il y avait là aussi à cet endroit-là. Si je me lèche les doigts, je vais ingérer ce que j'ai récupéré chez l'animal. C'est la question. Et puis, il y a certaines maladies, on va le voir, qui sont simplement inhalées. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'aller le toucher, mais on sait que dans certains environnements, alors ce n'est pas forcément le chien, on verra c'est d'autres situations, mais il peut y avoir une contamination par l'inhalation, plus difficile à avoir. Et puis les maladies vectorielles, c'est-à-dire que le chien est porteur, ou l'animal est porteur de vecteurs comme les tiques, par exemple, qui elles-mêmes, vous le savez, peuvent être à l'origine de la maladie. Je suis désolé parce que jusque-là tout était beau, l'irrigation est avec moi, de toute façon, à chaque fois c'est triste, ça devient dangereux. Mais on continue quand même, hein. Et puis alors là, ça ne vous est pas fini, tenez bon. La première maladie la plus classique et la plus redoutable, enfin la plus redoutable, non, il y a plus redoutable que ça, c'est la pasteurellose, c'est-à-dire que je me fais mordre par un animal qui lui-même a ce fameux Pasteurella multocida dans la bouche, et moi j'ai un organisme qui ne sait pas répondre. Lui, ça se passe bien quand il a la Pasteurella, mais moi, si ça rentre à travers ma peau, je vais faire une infection cliente qui va survenir dans les quelques heures qui suivent. Donc c'est vrai que c'est un risque important. Après, vous avez entendu aussi parler des maladies des griffes du chat. Il y a le chat m'a griffé et il y avait le Bartonella encellae dans ses griffes, et à ce moment-là, il va me l'introduire sur la peau, et je vais avoir un ganglion, ça va être moche, ça va suppurer, ça va être... Je ne peux pas votre dessin, je n'ai pas mis de photo parce que vous pouvez pas loin d'y repas quand même. Et puis, il y a le campylobactère, les salmonelloses, qui sont cette fois des micro-organismes qui sont présents dans le tube digestif de votre animal. Et je ne refais pas le dessin. On peut à ce moment-là ingérer et nous-mêmes avoir une infection digestive avec ces bestioles-là. Yersignose, juste, c'est au-delà du tube digestif, ça peut être des maladies douloureuses avec une présentation un peu particulière. Toxoplasmose, vous avez tous entendu parler, je ne reviens pas là-dessus. Après, les vers intestinaux, hein, tant qu'on y est dans les dessins, on y continue. Ben, là aussi, effectivement, si un chien est porteur, il peut transmettre les vers à la personne bénéficiaire en particulier, ou à vous-même si vous accompagnez tout ça. La fièvre Q, ben, c'est justement cette maladie par inhalation. Et on sait que certains produits biologiques, le placenta par exemple d'ovins, peut être extrêmement émetteur de Coxiella burnetii. Et il suffit effectivement qu'on manipule ce type de produit pour mettre en suspension des particules bactériennes, des bactéries, et à ce moment-là les inhaler, et ça peut donner des infections respiratoires qui peuvent être préoccupantes parce que, chez certaines personnes préoccupantes, et qui ne s'expriment pas immédiatement. Et puis après, les maladies transmises par les tiques, là vous connaissez, hein, les Lyme, bon, rickettsiose peut-être un petit peu moins, mais enfin c'est des maladies qui surviennent quand on se fait mordre par la tique qui était sur l'animal et qui est porteuse. Si je vais dans l'autre sens maintenant, donc finalement, qu'est-ce que votre animal risque lorsqu'il est au contact du bénéficiaire? La liste est un petit peu moins longue, mais les modes de transmission sont exactement les mêmes finalement. Hein. C'est le contact, c'est l'ingestion ou c'est l'inhalation. Donc je commence par les bactéries multirésistantes, c'est un peu mon dada en tant qu'hygiéniste, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais on a très bien vu, ça a bien été décrit par un certain nombre de publications scientifiques, que la dissémination des bactéries multirésistantes pouvait être véhiculée, pouvait être accélérée par la présence d'un animal, de la même manière que si on transporte des objets contaminés, un animal vivant peut être vecteur aussi de bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Le Clostridium difficile, c'est une bactérie qui donne des infections digestives qui sont... alors je ne sais pas s'il y en a trop chez les animaux, il faut que je demande à Mélanie, mais en tout cas chez l'homme, on sait que la transmission peut largement se faire par des animaux qui sont porteurs
Et le plus souvent, ils sont porteurs parce qu'ils l'ont récupéré chez un autre résident, un autre bénéficiaire. Et après, ils viennent vers un autre et ils le transmettent. Et puis la tuberculose, en fait, dans les descriptions, il est plutôt là aussi vecteur, c'est-à-dire qu'il récupère le bacille tuberculeux qui est émis par un patient qui a une tuberculose respiratoire, et après lui-même va le distribuer à d'autres personnes. Donc voilà, finalement, comment on va essayer d'interagir et de bloquer cette histoire. Alors, on va essayer d'interagir d'abord sur l'animal, ou en même temps sur l'animal, et puis aussi sur le bénéficiaire. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer? D'abord un choix d'un animal. Un animal qui soit le plus adapté à ce que l'on veut proposer, et qui fasse courir le moins de risques. Et si possible, un animal qui soit éduqué, qui soit capable, effectivement, enfin dont on maîtrise à peu près. Alors certains animaux, c'est compliqué, hein, maîtriser ce que fait une poule, c'est pas toujours gagné. Un animal qui ait un suivi vétérinaire, de manière à ce qu'on s'assure qu'il y ait des vaccinations, qu'il y ait les vermifugations, enfin tous les éléments qui permettent d'être sûr qu'il va bien. Donc vaccination, j'en ai parlé. Des traitements préventifs, ça va être ça aussi. Un animal qui a des soins réguliers et qui n'arrive pas cracra chaque fois qu'on veut faire une médiation. Une surveillance de l'alimentation également. Ensuite, donc, on va intervenir sur finalement notre bénéficiaire. Qu'est-ce qu'on peut exiger ou où est-ce qu'il faut être vigilant sur notre bénéficiaire? La première chose qui me semble importante et qui n'est pas toujours facile à acquérir parce que certains ont du mal à s'exprimer, c'est avoir l'accord du bénéficiaire. Est-ce qu'effectivement il peut dire lui-même oui, moi j'ai envie, c'est quelque chose qui me fait plaisir, ou est-ce qu'il va subir le truc? De la même manière, on a vu que l'animal peut subir l'élément, le bénéficiaire aussi. Donc c'est à nous d'évaluer ça et c'est hyper important. D'avoir un accord médical, c'est-à-dire est-ce que finalement cette personne est très susceptible d'acquérir des infections, de rechercher des contre-indications. D'accord? Bon, moi je dis, patient qui a une sonde urinaire, si c'est un animal qui va lécher tout ce qui pend, ça va mal se passer quand même. Vous l'imaginez facilement. Évaluer les effets de la présence animale. Au long cours, on voit comment ça se passe, et ça aussi c'est un élément important, mais je ne reviendrai pas parce que vous connaissez bien mieux que ça, que moi. Après, sur les deux modes de transmission, comment on peut agir? Voir un peu comment l'animal se comporte et limiter les problèmes de comportement. L'hygiène à Valencias, l'animal est préparé, si effectivement il faut qu'il soit brossé, propre, quoi. Avoir des espaces dédiés pour manger, mais aussi pour les déjections. Ça, c'est vraiment un élément très important. Et rajouter dans les espaces dédiés, il y a aussi des espaces qui sont interdits à l'animal. Il n'est pas question qu'un animal aille dans un endroit où on essaye de faire en sorte que l'hygiène soit maximale. Une salle de soins, il n'y a aucun intérêt pour l'animal ni pour personne à ce que l'animal aille dans la salle de soins. Donc je prends cet exemple-là, mais dans les cuisines, ça non plus, il n'y a pas d'intérêt à ce que l'animal aille dans les cuisines. Et donc c'est des choses, ça paraît évident quand on en parle comme ça, mais ça vaut le coup d'être posé quand on fait un projet. Identifier les critères de retrait d'animal, à quel moment je dis il y a un risque. Soit en termes de comportement, soit en termes de maladie, soit en termes de... Mais c'est quelque chose à évoquer. Dans l'autre sens, l'hygiéniste que je suis ne pouvait pas finir une diapositive ou un topo sans vous parler de l'hygiène des mains, oui. Avant et après, c'est bon. Alors, on pourra discuter sur quelle est la perception de l'animal du produit hydroalcoolique. Mais on voit tout, il y a beaucoup de gens, la majorité, moi ce que j'ai entendu, alors peut-être que j'ai entendu que ce qui me faisait plaisir, mais que finalement ça ne se passe pas si mal que ça. L'état psychique compatible avec une séance, c'est-à-dire est-ce que j'en reviens sur le comportement ou l'acceptabilité. La protection cutanée, si risque, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il a un cathéter que je veux dire non, c'est pas possible. Si je peux protéger le truc de manière à ce qu'il n'y ait pas de contact avec l'animal, c'est peut-être jouable. Et puis l'environnement adapté, que ça se passe dans un endroit où les choses peuvent être bien régulées. En faisant tout ça, a priori, j'aurais presque envie de dire que on doit avoir des solutions presque pour toutes les propositions. On est en train, avec Didier, d'évaluer la possibilité de contact entre animal et patient de réanimation. On est à l'extrême. Et puis il y en a d'autres qui nous ont sollicité pour centre de lutte contre le cancer. Là aussi, vous voyez la susceptibilité qu'il peut y avoir. De prime abord, on ne va pas dire non, mais il va falloir que l'un et l'autre soient conscients de ce qui peut se passer. Et j'en arrive à ma diapo de conclusion. Donc une bonne connaissance de l'humain et de l'animal permet une maîtrise du risque. Je pense que c'est voilà. Et l'analyse du rapport bénéfice-risque en acceptant
qu'en travaillant avec le vivant, le risque zéro n'existe pas. Je crois qu'il faut bien qu'on soit conscient de ça. On ne maîtrise pas tout dans ce domaine-là. Dans beaucoup d'autres non plus, mais peut-être là. Et une démarche rigoureuse avec du bon sens. Donc je vous repose la question, quelle était la situation la plus à risque? Bon, c'est pas très facile de faire participer 100 personnes même. Ça dépend quel objectif vous avez. C'est sûr que ou quel bénéfice vous attendez de cette histoire. C'est sûr que ne pas participer à un bain de foule ou à un moment qui avait l'air plutôt sympa, il buvait un coup, tout ça, si ça vous pèse vraiment, vous y allez. Si vous êtes Covid+, vous y allez avec votre masque. Ce sera plus difficile pour boire le coup, mais vous y serez quand même. Donc on s'adapte, on s'organise, on peut le faire. Merci pour votre écoute.